8h42, retour à la terre pour Emmanuel Macron depuis 24 heures. Le président de la République est dans le Limousin. Depuis hier, il visite d'un lycée agricole, d'une maison de santé, une maison France Service aussi. Vous savez, ces bâtiments qui regroupent plusieurs services publics, héritage de la crise des Gilets jaunes. Donc la ruralité, ou plutôt les territoires, comme on dit dans la novlangue politique, ils sont devenus les marges à conquérir pour le chef de l'État qui depuis le début passe pour le président des villes. Ce sera notre premier thème ce matin. Et puis on parlera du pouvoir d'achat qui revient ces jours-ci sur le devant de la scène par les stations-service, les carburants à des niveaux records. Le gouvernement préparerait, selon le Parisien, un nouveau geste sur les indemnités kilométriques. L'État prend un peu plus encore à sa charge l'inflation. Nous sommes à 75 jours du premier tour. Bonjour Bruno Jeudi. Bonjour Dimitri. Vous êtes éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. François Calfon est avec nous aussi. Bonjour François, membre du bureau national du Parti Socialiste. Et Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. Vous êtes journaliste à l'Opinion. Alors le président de la République en vadrouille dans le désert français, comme on disait jadis, les campagnes dont on dresse toujours un portrait un peu misérabiliste. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus de boulot. Bon, vous qui traitez les questions agricoles à l'Opinion, est-ce qu'on rate pas quelque chose quand on se limite à ce constat, à ces constats qui sont objectivement vrais, ceci dit. Oui, c'est vrai, mais alors effectivement, ça manque cruellement de nuances de le dire comme ça. La ruralité en France, c'est 80% du territoire, 30% des habitants de notre pays. Des problèmes spécifiques, par exemple le fait que les violences intrafamiliales soient à 50% dans la ruralité alors qu'il y a moins d'habitants. Mais il y a aussi une forme d'énergie qu'on ne perçoit pas forcément quand on est un urbain. Par exemple, le département de la Creuse qui a été visité hier par Emmanuel Macron, c'est celui où le taux de natalité a été le plus fort pendant l'année écoulée. C'est une espèce de spécificité. Il se passe beaucoup de choses en ruralité. On a tort de laisser de côté les jeunes de la ruralité qui sont pas tous en train de partir. Il y en a beaucoup qui ont envie d'être là où ils sont, de faire souche là où ils sont, de reprendre de l'économie, des activités économiques là où ils sont. Cette énergie-là, elle a un peu été laissée de côté. C'est vrai qu'on a mis beaucoup l'accent sur les problèmes spécifiques des banlieues, etc. Qu'on a laissé de côté les petites villes, les villages ruraux, etc. Alors qu'il y a une véritable énergie qui se renouvelle, en fait, de recréer de la vie et de l'activité là où elle est. Et je pense qu'après les confinements, les grandes migrations urbaines qu'on est en train d'observer, il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines années dans les petites villes. Oui, vous avez des géographes qui vous parlent de démétropolisation, d'essoufflement. Et c'est vrai, tous les Parisiens sont partis à la campagne, tous les habitants des grandes villes sont partis à la campagne quand ils le pouvaient lors de la crise du Covid. Quel est le poids que cherche Emmanuel Macron, selon vous, Bruno Jeudi, politiquement, quand il s'aventure comme ça 48 heures dans la Creuse avant de rallier Berlin et de retrouver la scène internationale? Il essaie d'abord, comme vous l'avez dit, de se départir de son image plutôt de président des habitants des métropoles, puisque c'est quand même ceux qui l'ont élu en 2017, et c'est là où il fait encore ses meilleurs scores lorsqu'on le regarde les tableaux de bord de l'Opinion. J'ai regardé avant de venir celui qu'on publie chaque mois dans Paris Match, IFOP Paris Match, bonne opinion du président de la République dans les communes rurales, puisque vous savez qu'aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, il n'y a plus de catégorie agriculteurs. Ils sont trop peu nombreux et les sondeurs ne peuvent plus le faire. Combien? Moins de 400 000, c'est ça? Oui, c'est moins de 1% de la population inscrite sur les listes électorales. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la catégorie commune rurale. Et quand vous regardez dans la catégorie qu'on appelle la ruralité, le président, c'est 39% de bonnes opinions, ce qui n'est quand même pas très important. Si on regarde celle de Valérie Pécresse, c'est 56% par exemple. Donc la droite, qui a beaucoup reculé dans le monde agricole et cette ruralité, reste quand même devant. Il faut savoir quand même qu'on part d'une opinion qui était majoritairement de droite dans le monde rural. C'est monté jusqu'à 70% pour les votes dans les présidentielles. Oui. Jacques Chirac allant tâter le cul des vaches, comme on disait. 74% pour Jacques Chirac dans sa première élection. Mais ensuite, ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez le vote le plus près de nous, le vote de 2017, c'est grosso modo c'est 70%, se divise presque par deux, c'est-à-dire qu'il y avait 35% pour François Fillon du vote agricole au premier tour et 30% pour Marine Le Pen. Donc il y a une forte percée de Marine Le Pen sur ces dernières années, j'allais dire Marine Le Pen, la famille Le Pen, parce que c'est aussi un monde très disparate, Emmanuel le disait, avec des gens qui gagnent bien leur vie et des gens qui gagnent très mal leur vie, voire
pas du tout. Et vous avez une paupérisation du monde agricole qui fait qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a des marges de manœuvre électorale assez importantes dans cet univers de la ruralité. Et Emmanuel Macron, évidemment, il va pour essayer d'améliorer à la fois son image, essayer de convaincre aussi au plus près. Mais alors François Calfon, si je tire les conclusions de ce que vient de dire Bruno Jeudi, l'intention politique d'Emmanuel Macron dans la ruralité, c'est tenter de prendre encore des voix à la droite. Est-ce que quand on est membre du bureau national du PS, comment on regarde la ruralité? On considère que c'est une cause perdue aujourd'hui? Je vais répondre à la question sur Emmanuel Macron, puis je parlerai ensuite de ce qu'on en pense. Emmanuel Macron, vous savez, c'est simple, il a décidé qu'il rentrerait le plus tard possible en campagne présidentielle, et entre-temps, il envoie des cartes postales. Et je le dis à dessein, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cartes postales. Il sait qu'il n'a pas grand-chose à gagner, en fait. Il faut que ces électorats sont assez captifs, ça a été rappelé par Bruno de Jeudi. Pour quelle raison c'est assez captif? Alors d'abord, parce que en réalité, derrière la ruralité, on ne compte plus les agriculteurs, il y a le 3e et le 4e âge. Il y a une surpondération de ces catégories âgées qui sont catholiques et de tradition, pas forcément de pratique, et très très liées à la droite et très gagnées, j'allais dire gangrénées par Marine Le Pen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est le président non pas des villes, il est le président des villes mondialisées. Il est le président, mais au-delà de ça, il est le président de la mondialisation heureuse. Donc évidemment qu'il y a un antagonisme extrêmement fort avec la ruralité française, les territoires qui sont son talon d'Achille. On l'a vu au moment des Gilets jaunes. Et tout ça n'est résorbé qu'à coup de quoi? À coup de chèque. C'est-à-dire que c'est un peu comme les empereurs romains qui achetaient les faveurs de l'électorat en achetant carrément finalement Emmanuel Macron, c'est aussi le président qui va lutter sur le traité Mercosur avec l'Amérique du Sud. C'est la loi Egalim. Le problème de cette présidence, il y a une défense de la ruralité dans l'action du président. C'est pas ce qui a été dit, parce que tout a été dit dans cette présidence. De la Startup Nation à Las Vegas jusqu'aux accents les plus souverainistes. Le problème, c'est quel est le fil rouge? On a une présidence qui est bavarde, sans véritable fil rouge. Est-ce qu'il peut y avoir une réorientation? Je ne le vois pas dans la présidence française de l'Union européenne, au profit par exemple, je vous donne, dans la question de la ruralité, et ça répond à la question de qu'est-ce qu'on en pense, il faut un réensemencement industriel des territoires moyens et ruraux. Qu'est-ce qu'on constate au terme de la présidence Macron? 100 milliards de déficit du commerce extérieur. Est-ce qu'on peut décemment parler de réindustrialisation? Il y a beaucoup d'énergie et de réensemencement industriel. En tout cas, les résultats ne sont pas là. Emmanuel Ducrot, vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que la ruralité, vous l'avez dit, c'est 30% de la population. Ceci dit, les agriculteurs notamment ont un poids dans l'imaginaire collectif en France très important. Il y a un attachement des Français qui sont tous des ancêtres des descendants de paysans, si je puis dire. Je crois que 85 ou 90% d'entre nous ont des racines paysannes. C'est intéressant parce que la démographie agricole a tellement chuté qu'ils ont gardé dans l'imaginaire populaire de nous tous un poids qu'ils n'ont plus politiquement. C'est-à-dire que par exemple, on constate que tous les conseils municipaux qui étaient autrefois pleins d'agriculteurs, aujourd'hui en sont dépeuplés. Ce qui veut dire que les thèmes ne passent plus avec les élus. Les agriculteurs élus des zones rurales ont été remplacés en gros par des profs à la retraite qui ont du temps à consacrer à la fonction. Voilà. Et il y a un autre fait qui est aussi intéressant, c'est que les générations, peut-être les nôtres, sont les dernières qui ont eu des grands-parents qui étaient réellement agriculteurs, qui allaient passer leurs vacances dans les fermes et qui connaissaient donc ces thématiques-là et qui avaient un lien fort avec ces territoires, avec le rythme, avec la difficulté aussi du métier agricole. Et ce métier-là, il a continué d'évoluer beaucoup, mais sans que le grand public qui s'en était détaché se rende compte de ce qui s'était passé. Donc en fait, on vit sur une espèce de carte postale, c'est vrai. Et je voudrais rajouter quelque chose sur l'image que les agriculteurs peuvent avoir d'Emmanuel Macron, et c'est la question européenne qui, à mon avis, est assez déterminante. C'est-à-dire que l'agriculture française a beaucoup bénéficié de la PAC, a beaucoup bénéficié des politiques européennes, une des seules politiques intégrées quand même. Et en fait, depuis quelques années, il y a eu de telles
des distorsions à l'intérieur même de l'Europe, des concurrences déloyales, parce que la France a choisi aussi de surtransposer un certain nombre de normes, que l'idée européenne qui a porté la souveraineté alimentaire française, qui a porté la volonté exportatrice de l'Europe est moins là, et que beaucoup d'agriculteurs qui ont été très très pro-européens sont aujourd'hui tentés vers un repli plus nationaliste, à mon avis, assez dangereux pour eux et pour leur métier, mais c'est une réalité. Oui, un peu ce qu'ont fait les agriculteurs britanniques à l'occasion du Brexit, on observe un phénomène. Ils s'en mordent aujourd'hui les doigts. Mais Bon, second thème aussi, mais c'est assez lié, le pouvoir d'achat, Bruno Jeudi. Alors là, ça revient très très fort. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Est-ce qu'on peut faire un petit historique sur 10 jours là, de la résurrection du thème du pouvoir d'achat qui avait animé les débats à l'automne, et on voit que ça revient extrêmement fort aujourd'hui. Alors il y a toujours ce sujet dans la hiérarchie des préoccupations des Français, premier, deuxième, troisième sujet. Bon bref, il est là très dans le halo des mots-clés, très haut. Ouais. Très très haut. Saison 2, pouvoir d'achat saison 2, vous avez raison. À l'automne, nous étions exactement devant les mêmes questions, et le gouvernement qui avait beaucoup hésité, et toutes les questions, les mêmes solutions sont sur la table. Ouais. Le blocage des prix pour Jean-Luc Mélenchon, le retour d'une taxe flottante pour d'autres, le forfait kilométrique. Finalement, le gouvernement avait opté à l'automne pour cette fameuse prime inflation, un one shot comme dit Bruno Le Maire, 200 € versés quand même à l'arrivée à 30... One shot. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait à l'époque. On en est à 15 milliards de prise en charge nationale de l'inflation depuis le mois de septembre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, on a arrosé le sable en quelque sorte, même si effectivement 38 millions de personnes ont bénéficié de cette prime de 100 €. Donc retour à la case départ, l'hiver venu, et les mêmes débats vont animer et le gouvernement et les candidats avec j'allais dire en sous-titre ce quoi qu'il en coûte énergétique. Est-ce que l'État va aller jusque là, sachant qu'on voit bien que hier Bruno Le Maire était très embarrassé et il ne veut pas. On va voir ce que va dire Emmanuel Macron. La pression va être forte. Aujourd'hui, à la pompe, le prix c'est 1,87 en moyenne en France. Vous le trouvez à 2 €, plus de 2 € à Paris. Ça y est, c'est déjà fait. Et les experts vous disent qu'à terme, en national c'est un peu moins, c'est 1,65 le gasoil, j'ai regardé ce matin, et 1,70 le 95. Mais vous avez raison, ça peut monter à 2 € par endroit. À certains endroits. Et les experts vous disent qu'on peut probablement atteindre les 2 €. Donc effectivement, pour des tas de Français qui n'ont pas des moyens de transport en commun à disposition, la question va être énorme et risque de dominer quand même une partie des débats au mois de février. Mais à François Calfon, je suis frappé par la mesure sur laquelle travaille actuellement le gouvernement. Donc, augmentation du montant des indemnités kilométriques. C'est pour les gens qui payent des impôts, les travailleurs qui payent des impôts et qui, dans leur feuille d'impôt, plutôt que d'avoir un forfait, choisissent de déclarer combien ils font de kilomètres. C'est une mesure extrêmement ciblée. Ça concerne un peu plus de 2 millions de Français. C'est ça. Ça sent un peu le fond de tiroir quand on compare avec les 100 € pour 38 millions de Français. Cette campagne, c'est entrée tardive en campagne, carte postale, donc ça c'était le monde rural, et chèque. C'est ça les trois aspects. Les chèques pour les gens qui votent. En réalité, comme dit dans sa formule journalistique... Pour les gens qui votent, parce que les gens qui payent des impôts sont les gens qui font énormément de kilomètres, qui ont leur voiture, qui sont aux indemnités kilométriques, c'est les 35-49 ans qui votent. Ouais. C'est pas les relégués. Donc ça, c'est tout à fait ciblé électoralement. Alors ensuite, sur la question du pouvoir d'achat, les choses sont relativement simples. On peut faire des hausses de salaire. Moi, je crois que c'est souhaitable, et il y en a, y compris au niveau du SMIC. Enfin, faire des hausses de salaire, François Calfon. Alors vous avez un réflexe... Non, mais je vais répondre. Sur les chefs d'entreprise qui font les hausses de salaire. C'est ça la différence. C'est pas Emmanuel Macron personne ne répond aux recettes. Non, mais à un moment donné, on peut parler politique. Donc, moyen terme, les recettes, c'est quand même qu'à un moment donné, il va falloir taxer les profiteurs de crise. Et je parle pas des classes moyennes supérieures, je parle bien des milliardaires. Je rappelle que 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français. Donc, c'est pas le trait du crayon, c'est pas de la symbolique. Qu'est-ce que vous taxez exactement? Mais vous savez, il y a une taxe Biden, par exemple, qui n'a pas été mise en œuvre parce qu'elle a été bloquée par le Congrès, qui dit qu'à un moment donné, c'est pas simplement l'outil de travail, les actions, et la capitalisation boursière. C'est les plus-values latentes. Quand vous regardez les délires de milliardaires américains, comme ça on parlera pas des Français, ils ont quand même un peu d'argent de poche puisqu'ils arrivent à envoyer des fusées dans l'espace. Donc ça, c'est le premier point. Je termine d'une phrase parce qu'on n'a pas le temps. La vraie sortie de crise par rapport à la question du pouvoir d'achat, qui est une question lancinante depuis le début, même si on avait décidé de parler
parler d'identité pour faire diversion. La question de la sortie de crise, eh bien, c'est la montée en gamme de l'économie française. Et ça, on n'en parle pas dans cette campagne. C'est la question scolaire, c'est-à-dire est-ce qu'on va maîtriser les intelligences, l'intelligence artificielle, bref, avoir une économie qui sort du modèle low cost depuis duquel nous sommes tankés depuis 30 ans. Bon, dernier point sur l'énergie, franchement, je le dis d'un mot, nucléaire, parce qu'à un moment donné, on a une crise entre la Russie et l'Ukraine, 15% de plus sur le gaz. Eh bien, l'énergie de souveraineté pas chère, sécure, que l'on a décarbonée, ça s'appelle le nucléaire. Prise de position vigoureuse de François Calfon. Un mot quand même sur la ruralité, l'essence, parce qu'on sait que c'est un sujet fort. On roule plus à la campagne qu'en ville, Emmanuel Ducrot. Oui, et c'est vraiment comment dire, le chèque essence, c'est aussi une mesure tournée vers la ruralité. J'ai repris les résultats d'une étude de 2019 de l'Observatoire CTLM qui observait un peu les relations des Français à leur automobile selon l'endroit où ils se trouvent en France. Ça montrait que 66% des urbains prenaient les transports en commun régulièrement, 60% des Français jamais. Parce qu'un quart d'entre eux sont à plus d'un quart d'heure de la première station de transport en commun. Et quand on s'intéressait aux effets qu'avaient les hausses des prix de l'essence sur les comportements des Français, les urbains, à 66%, disaient « moi, je renonce à un transport en voiture si l'essence est trop chère ». Et 30% des ruraux seulement disaient « je peux faire la même chose », mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Et ce que je veux dire simplement, c'est que quand on s'intéresse à l'essence et à l'énergie en général, il faut voir que ça a des effets dominos sur absolument tous les postes de dépenses des ménages. Ça fait flamber le coût de la machine, simplement dans n'importe quelle activité agricole, l'alimentation, les engrais, etc. C'est des effets dominos. C'est pas juste la voiture, c'est tout le reste. Merci Emmanuel Ducrot de l'Opinion, Bruno Jeudi, rédacteur en chef Paris Match, et François Calfon, membre du bureau national du PS. Bonne journée à tous les trois, à la semaine prochaine.